dire des choses ou avoir envie de dire des choses que de partir d'une... Je fais une petite parenthèse dans mon exercice sur les psychoses pour revenir à la question du signifiant. Pourquoi ? Parce que j'ai été amené à répondre à des discussions sur Facebook, entre autres, où j'ai vu des gens employer le mot signifiant parce que c'est devenu carrément un mot de la langue courante, alors qu'il est issu de la linguistique savante, ensuite de la théorie de Lacan, et il semble être tombé dans le domaine public, et un petit peu en dépit du bon sens. Donc il faut peut-être examiner la chose. Et puis je continue à voir les lacaniens, et même des moins lacaniens, continuer à balancer des interprétations en termes de jeu de mots qui se basent effectivement sur cette idée du signifiant. Et ceux qui me connaissent savent qu'il y a longtemps que je me suis détaché de cette notion, que je ne peux pas appeler concept parce que c'est beaucoup trop flou chez Lacan, alors que c'est très précis chez Saussure. Mais je me suis dit, il faut peut-être revenir à ce qu'en a dit Lacan pour voir si effectivement, je ne me suis pas trompé, si effectivement c'est flou ou si c'est quelque chose qui m'avait échappé. Et donc examiner point par point ce qu'il en a dit, en regardant toutes les occurrences dans son œuvre où il est question du signifiant. Ça fait beaucoup, parce que il a beaucoup parlé du signifiant. Bon, enfin, ce qui me désole surtout, c'est les interprétations en termes de jeux de mots. J'adore les jeux de mots, j'en fais tout le temps pour rigoler, mais de là à ce que ça révèle quelque chose de l'inconscient, je ne crois pas. C'est là la grande méprise qu'il y a dans la théorie de Lacan, me semble-t-il. Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire son séminaire 1, les écrits techniques de Freud, où il en parle pour commencer par définir, juste avant de parler du signifiant, ce qu'est le discours de l'inconscient. Le discours de l'inconscient, c'est le discours de l'autre pour comprendre comment il rejoint authentiquement l'intersubjectivité dans cette réalisation pleine de la parole qu'est le dialogue. Alors ça, c'est vachement intéressant, parce que quelques chapitres auparavant, il a largement condamné l'intersubjectivité. Et là, c'est ce qui est nécessaire pour la réalisation pleine de la parole qu'est le dialogue. Alors ça, c'est à la page 271 des écrits techniques. À la page 272 de la version du Seuil, c'est-à-dire les textes établis par Jacques-Alain Miller, il nous dit que tout sémantème renvoie à l'ensemble du système sémantique. Il n'y a jamais univocité du symbole. Tout sémantème a toujours plusieurs sens. Voilà, un peu tout est là, cette histoire de jeu de mots. Un mot a un sens dans une phrase, et puis hop, on peut tout de suite le détourner et le faire fonctionner dans un autre sens. Oui, si on fait un jeu de mots. Mais est-ce que spontanément on le ferait ? Est-ce que spontanément je ne suis pas en train de dire ce que je dis quand je dis ce que je dis, tout simplement, et non pas autre chose que ce que je dis, que le psychanalyste va se dépêcher de le voir en entendant dans ce que je dis autre chose que ce que je dis. Par contre, quand il dit que tout sémantème renvoie à l'ensemble du système sémantique, oui, bien sûr. Le sémantème, c'est l'élément primordial de la signification, le plus petit élément significatif. Même la lettre A, c'est une forme du verbe avoir, tu as un livre, le A signifie quelque chose en fonction de la différence d'avec, par exemple, le verbe être. Tu n'es pas un livre. Ou le livre manger. Non, le signifiant manger. Tu ne manges pas le livre. Même s'il y a des gens qui disent qu'on mange le livre. C'est une métaphore. Ce n'est pas autre chose. Mais on peut difficilement, quand je dis tu as un livre, on peut difficilement dire autre chose que ce que je dis. Alors on peut dire, tu as un livre, ah oui, tu as trop bu, tu es livre, l'apostrophe ivre. Ouais, mais enfin, c'est vraiment tirer le lièvre par la queue, le diable par la queue. C'est tirer la signification là où elle n'est pas. C'est un abus.
c'est de l'interprétation, effectivement, bon, qu'il n'y a pas lieu de faire, en entendant autre chose, en glissant une apostrophe, L', ivre, là où il y avait le mot livre. Bien, de même, toute signification, dit-il, ne fait que renvoyer à une autre signification. Alors il faut bien savoir que pour lui, la signification, c'est un signifié. Il le dit, quand on parle du signifié, on pense à la chose alors qu'il s'agit de la signification. Il ne fait pas la distinction signifié-signification. Effectivement, c'est moi qui étais obligé de la faire des années après. J'entends le signifié, ce qui signifiait pour le conscient, et la signification, ce qu'on peut en déduire pour l'inconscient. Mais ce que le sujet lui-même peut en déduire de son inconscient. Et non pas ce qu'un autre sujet peut déduire de ce qu'il entend, de ce que vous avez dit. C'est complètement différent. Quand la signification vient de moi, c'est forcément la bonne. Quand elle vient de l'autre, elle est forcément à côté de la plaque. Mais par contre, donc, le fait qu'il y ait une articulation des sémanthèmes entre eux, c'est-à-dire des signifiés entre eux, c'est-à-dire finalement des signifiants entre eux, oui, c'est un réseau. Et la signification prend son essor du fait que ce n'est pas telle et telle et telle et telle autre signification qui est en rapport. C'est un choix. Je choisis de dire tu as un livre, je ne choisis pas de dire tu as une banane. Mais dans les deux cas, le complément du verbe avoir, c'est un complément. Bon, mais si je fais la distinction signifié-signification, je ne vais pas inférer une signification chaque fois qu'il y a un signifié. Seulement, encore une fois, lorsque le sujet, au-delà des signifiés qu'il a émis, trouve une signification. Et de toute façon, dans ma carrière, je n'ai trouvé, parce que moi je n'ai pas tiré le sens par les cheveux, je n'ai trouvé peut-être qu'une seule fois un jeu de mots qui faisait phobie pour quelqu'un. C'était quelqu'un qui n'arrivait pas à sortir de chez elle, une femme, donc elle restait enfermée la plupart du temps, et elle était arrivée à me dire, parce que quand même, elle arrivait une fois de temps en temps à venir jusqu'à mon bureau, elle est arrivée à me dire que, comme ça, c'était venu tout à fait spontanément, je n'arrive pas à sortir parce que dès qu'on sort, on se retrouve sur le trottoir. Ah, voilà. Et je lui ai demandé ce que ça signifiait pour elle, se retrouver sur le trottoir. Bon, elle n'a pas mis longtemps à trouver que ça voulait dire cette métaphore qu'on trouve effectivement dans le français, être sur le trottoir, c'est être une pute. Et donc, c'est ce qu'elle refusait des cas de fer, en refusant de sortir, puisqu'effectivement, dès qu'on sort, on se retrouve sur le trottoir. Mais justement, c'est là que, heureusement que la signification venait d'elle, sinon ça aurait été un abus de ma part si je lui avais inféré cette signification au-delà du signifié être sur le trottoir. On peut très bien être sur le trottoir sans être une pute. C'est juste une phobie qui s'était installée sur cette différence de signification par rapport au signifié que le sujet elle-même peut faire vis-à-vis d'une locution. Bon, c'est ce qui fait dire à Lacan que la langue influe sur l'inconscient. Dit-il, une phobie peut avoir lieu dans une langue parce qu'il y a un jeu de mots dans cette langue, et cette phobie pourra ne pas exister dans une autre langue parce que le jeu de mots n'existe pas dans cette autre langue. C'est parfaitement vrai. Mais sa déduction à lui, c'est que c'est la langue qui influence l'inconscient. Moi, je dis que c'est l'inconscient qui se sert des opportunités qu'il trouve dans chaque langue pour s'exprimer. Par exemple, dans l'exemple que je donnais du trottoir, le problème, il est où? Il n'est pas dans la locution du français, être sur le trottoir. Elle se trouve dans le fait que pour cette dame, la sexualité, c'est une déchéance. C'est ce qu'elle m'a expliqué. C'est pas dans la locution elle-même que ça se tient.
ça se tient dans toute son histoire. Je ne vais pas vous raconter toute son histoire ici. Toute son histoire qui a fait que ça arrive à cette conclusion, la sexualité c'est une déchéance, c'est être une pute. Donc il faut éviter à tout prix d'être une pute, et donc il faut éviter d'aller sur le trottoir. Elle aurait été en Allemagne ou en Chine, elle aurait trouvé une autre locution qui dit autrement la déchéance de la sexualité. Donc c'est bien la question de la sexualité qui est primordiale, pas celle de la langue, qui se sert, qui est au service, plus exactement, de ce que cette personne cherche à signifier. Hein. Elle ne cherche pas autre chose. Et derrière, il y a l'idée de punition liée à la sexualité, et donc l'idée de castration. Ça vient du fait que hommes et femmes ne sont pas pareils, l'humanité est divisée en deux, et ceci, quelle que soit la langue, dans tous les pays du monde. Hein. C'est là le vrai problème. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde, la sexualité, à part peut-être quelques exceptions, est conçue comme quelque chose de sale, de dangereux, de difficile, indépendamment des locutions qui en parlent. Pour appuyer son discours, Lacan, qui nous définit le signifiant comme étant la matérialité du langage. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Le signifiant, c'est le matériel audible. C'est donc bien la représentation de mots. Chez Freud, ça s'appelle comme ça, la représentation de mots, par opposition à la représentation de choses, qui serait le signifié chez Saussure. Et le signifiant, pour Lacan, le signifiant devient très rapidement quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Alors il le dit cette fois dans le séminaire 3, à la page 136, « Le matériel lié au conflit ancien est conservé dans l'inconscient à titre de signifiant en puissance, de signifiant virtuel, pour être pris dans le signifié du conflit actuel et lui servir de langage, c'est-à-dire de symptôme. » Bon voilà, il reprend l'idée de Freud. L'idée de Freud, c'est que le rêve marche toujours sur deux jambes. Dans un rêve, il y a toujours une première explication qu'on trouve. Tiens, hier, il m'est arrivé ceci. Ou hier, j'ai vu tel film. Et ça se retrouve dans le rêve. Et puis quand on gratte un peu, qu'on va un peu plus loin, eh bien, on trouve qu'au-delà de l'interprétation actuelle de ce qui s'est passé hier, il y a une interprétation qui renvoie à la petite enfance, ce qui s'est passé il y a très longtemps. Le conflit ancien qui trouve une expression à travers un conflit actuel. Voilà ce qu'il nous dit. Et il appelle ça un signifiant virtuel, un signifiant en puissance. Alors certes, c'est encore pas du signifiant, mais dans la suite de son œuvre, nous y viendrons petit à petit, il nous parle du signifiant inconscient. La virtualité a disparu. Or, si le signifiant, c'est la représentation de mots de Freud, Freud dit que dans l'inconscient, il n'y a pas de représentation de mots. C'est son idée. Il n'y a plus que les représentations de choses, parce que tout simplement, le rêve n'est pas parlé. Et puis quand j'en parle, je rajoute les représentations de mots aux représentations de choses du rêve. Donc, je fais entrer dans le conscient grâce à l'ajout des représentations de mots. Ça, c'est l'idée de Freud. Pourtant, j'ai déjà démontré, parce que dans des rêves, j'ai eu entendu des phrases, j'ai eu entendu des mots, j'ai eu entendu des sons. Il y a donc bien des représentations de mots dans les rêves, c'est-à-dire dans l'inconscient. Et même s'il faut rajouter d'autres mots pour en cerner la signification, et plus seulement le signifié conscient, je le rappelle, ça c'est le rêve tel que je peux en être conscient. Et puis il y a le rêve tel que je l'interprète, qui donne les significations qui étaient inconscientes et qui deviennent conscientes au moment où je rajoute les représentations de mots, c'est-à-dire les signifiants. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure avec un rêve. Ça sera plus simple. Là, je fais un peu le tri par rapport aux mots employés. Alors, si on suit Freud, il n'y a pas de représentation de mots dans l'inconscient. Les représentations de mots sont les signifiants.
Et si on en croit Lacan, il y a du signifiant dans l'inconscient. À la limite, tout le signifiant est inconscient, au fur et à mesure qu'il avancera dans sa théorie. Donc il ne peut pas dire qu'il est freudien, puisque pour Freud, il n'y a pas de représentation de mots, c'est-à-dire de signifiant dans l'inconscient. Et on voit bien que là, Freud tire sur la corde, non pas Freud, Lacan tire sur la corde, en étant obligé d'employer, parce que c'est la première fois qu'il l'emploie, c'est le tout début de son séminaire, c'est l'année 55, il a 55 ans, il est obligé d'employer le mot virtuel ou en puissance, signifiant virtuel, signifiant en puissance. C'est comme si c'était déjà dit, c'est comme si c'était déjà de la parole dans l'inconscient pour lui. D'où cette idée que la parole, les signifiants, informent l'inconscient. Donc, je rappelle, j'ai l'idée exactement contraire. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses Alors, à partir d'une... Pour s'enfoncer dans la démonstration de son idée, il va faire appel, cette fois je retourne au séminaire 1, il va faire appel au texte de saint Augustin qui s'appelle De Locutionis Significatione, c'est-à-dire à propos des significations de la parole. C'est un texte dont il nous dit que ben voilà, tout est là. Largement avant les linguistes, saint Augustin a trouvé la distinction signifiant, signifié, et que le signifié finalement n'existe pas. Comment fait-il pour démontrer ça ? Comme chez Platon, la discussion se propose comme un dialogue entre Augustin et son fils Adéodat. Et saint Augustin demande à son fils de prendre un vers de l'Énéide de Virgile. Et ce vers, c'est « Si nihil extanta superis, placet urbe relinqui ». Si d'une ville il plaît au Dieu qu'il n'en reste rien. Bien. Et Augustin demande à Adéodat de lui expliquer le sens de chacun des mots de cette phrase, sans en oublier aucun. Alors, dès le début, si nihil extanta, si d'une telle ville, si. Comment définir si ? Adéodat trouve qu'il y a un os. Il faudrait trouver un autre mot qui dit si. Et il finit par trouver que si exprime un doute, et que le doute ne peut se trouver que dans l'âme. Très bien, mais Lacan en vient à dire, vous voyez, on ne peut pas trouver de signifié. Ok, mais enfin quand même, si la locution « si » n'a pas de signifié, elle a néanmoins une fonction. La fonction d'introduire une bifidité dans la signification. Si, un doute, effectivement, comme dit Déodat. Et donc cette fonction, eh bien, c'est bien la signification du doute. C'est pas qu'elle n'a pas de signifié. Alors, Augustin va plus loin. Il démontre à Déodat qu'on peut employer le si en faisant un substantif et non pas une conjonction de coordination. Par exemple, en disant « je n'aime pas le si ». C'est-à-dire, je n'emploie pas le si. Parce que j'aime pas trop. Voilà. Donc, si, effectivement, devient le complément d'objet direct du verbe aime. Je n'aime pas quoi le si. Et donc, le si est devenu un substantif. Donc, c'est dire, dit Lacan, que le signifiant n'est pas fixé. Il n'est pas fixé dans une fonction, il peut avoir une autre fonction. Oui, mais c'est tiré par les cheveux, ça. Parce que ça, on ne le fait jamais dans le discours quotidien. Ce n'est qu'un discours de philosophe, un discours de linguiste qui fait ça. C'est-à-dire qui prend un mot pour le mettre dans une fonction supérieure, dans une autre phrase, pour le traiter en tant que mot, et non pas en tant que faisant référence à une signification ou à une fonction. On pourrait dire la même chose de la conjonction de coordination. Cet objet que j'ai déplacé, quelle est la signification de que ? Ce n'est qu'une coordination pour faire entendre que cet objet, je l'ai déplacé.
Bon, c'est juste une petite locution qui, à la limite, n'a pas besoin de signifier, mais qui est au service du signifié. C'est cet objet que j'ai déplacé, c'est pas un autre objet. Hein. Et par exemple, dans d'autres langues, comme le chinois, les conjonctions de coordination n'existent pas. On fait des relatives, mais on ne les fait pas du tout de la même façon. On n'utilise pas une conjonction de coordination. On utilise l'abréviation, non, la locution d'attribution qui est de, et c'est la même qu'en français d'ailleurs, de. L'attribut, c'est le livre de Pierre, attribution. Eh bien en chinois, on met une relative, on lui donne une fonction d'attribution de quelque chose. Et c'est comme ça qu'on fait des relatives en chinois. Bien, donc c'est une toute autre façon de faire des relatives, mais c'est au service du signifié. Ce n'est pas la conjonction ou que ou si qui va inférer sur la signification. Elle est au service de la signification. La conjonction si pour exprimer un doute, la conjonction que pour exprimer une complémentation de l'objet que l'on veut décrire. En allant un peu plus loin, on tombe encore sur un os, enfin Déodat tombe encore sur un os. Si nihil, rien, nihil, rien. Qu'est-ce que le signifié du mot rien? Ben, c'est rien. Et Saint-Augustin lui fait remarquer, mais rien, ça n'existe pas. Il n'y a donc pas de signifié, s'empresse de dire Lacan. Il n'y a pas de signifié au mot rien. Et il fait même ce rapport, Lacan, puisqu'il s'agit de la destruction d'une ville, bien entendu, de chez Virgile, on fait allusion à la destruction de Troie, puisqu'on est dans l'Énéide. Hein. Et alors, il plaît au Dieu que rien ne subsiste d'une ville. Oui, mais on sait bien qu'il subsiste des ruines. Et les ruines, c'est pas rien. Et Lacan le fait remarquer, il dit que Freud, pour parler de l'inconscient, donne la métaphore des ruines de Rome. Rome n'existe plus, mais si, ces ruines existent. Et moi, je me rends compte tous les jours que dans l'inconscient, c'est pas seulement des ruines qu'il y a, c'est carrément des cités entières qui ont été enfouies dans les sables et pas forcément ruinées. C'est toute la différence que je trouve entre le complexe d'Oedipe tel que Freud le trouve, disant que il y a un moment où le complexe d'Oedipe disparaît et est remplacé par le surmoi. Moi, je dis qu'il ne disparaît pas du tout. Il est enfoui dans les sables du refoulement, comme une cité entière. Il n'est même pas ruiné. Il est toujours en place, comme le complexe de castration. Rien ne disparaît de ce qui a été écrit un jour. Donc, l'idée de le mot rien recouvre quelque chose qui n'existait pas, donc il n'y a pas de signifié au mot rien, seul le signifiant compte. Eh bien non, parce que même Lacan en vient à faire des métaphores qui renvoient bien évidemment à quelque chose qui existe quand même. Quand on dit d'une ville qu'il ne reste plus rien, c'est une illusion, il reste toujours des ruines. Hein. Donc il y a bel et bien un signifié. Et c'est s'attacher au pied de la lettre que dire qu'il n'y a pas de signifié à rien, parce que rien n'existe pas. Rien existe. Parce que justement, dans l'articulation d'un signifiant avec tous les autres significations, avec tous les autres signifiants, et d'une signification avec toutes les autres significations, eh bien, rien, c'est le contraire de tout. C'est le contraire de quelque chose. C'est donc dans ce rapport que rien prend sens. Hein? Alors là, ça va dans le sens de Lacan. C'est-à-dire qu'effectivement, le signifiant ne prend son sens que dans le rapport aux autres signifiants, et non pas dans le rapport à un signifié. Mais je viens de montrer que si, il y a quand même un signifié. Alors, il fait référence à Saussure, c'est à la page 135 du séminaire 1, les écrits techniques de Freud. Page 135, il nous dit bien que pour Saussure, la signification vient du rapport entre le signifiant et le signifié. Hein, comme ceci. Et il ajoute que, il ne peut pas ne pas l'ajouter, puisque c'est dans le cours de linguistique générale de Saussure, dans le sens diachronique, avec le temps, il se produit des glissements et qu'à tout instant, le système en évolution
des significations humaines se déplacent et modifient le contenu des signifiants qui prennent des emplois différents. C'est ce que j'ai dit à propos du si qui peut se retrouver substantif à la place de conjonction de coordination. Alors, Lacan convient bien que Saussure représente dans son schéma un flux qui est la signification et un autre qui est le discours que nous entendons. Ça, j'ai pas pigé. Moi, j'ai pas vu ça dans le cours de linguistique générale. Moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire que pour Saussure, il se rend bien compte qu'il y a une articulation verticale entre le signifiant en dessous et le signifié au-dessus, mais aussi une articulation horizontale, c'est-à-dire des signifiants avec leur signifié dans une chaîne. Or ça, ensuite, dans le discours de Lacan, ça sera oublié. Et dans le discours des Lacaniens aussi, on présente Saussure comme n'ayant dit que l'articulation verticale du signifiant et du signifié. Alors, Lacan abrase, lui, dans sa notion, dans sa conception du langage, il abrase l'articulation signifiant-signifié. Il pense avoir démontré avec Saint-Augustin qu'il n'y a pas de signifié. Vous remarquerez tout de suite là que c'est une extension, c'est une généralisation, parce qu'on trouve difficilement un signifié à rien, mais on trouve plein de signifiés à la casserole, la ville, le bonhomme, etc. C'est pas parce qu'il y a certains signifiants auxquels on a une difficulté à trouver des signifiés qu'il n'y a pas des signifiés ailleurs. Et qu'il n'y a pas cette articulation verticale. Un enfant apprend à parler parce qu'on lui dit c'est la casserole, c'est la ville, c'est la campagne, c'est un homme, c'est une femme, en pointant du doigt. Il apprend à parler aussi parce qu'on lui fait l'articulation horizontale, c'est-à-dire on lui parle, on lui fait des phrases. On met le mot ville, on met le mot arbre, le mot campagne, le mot homme, femme dans des phrases. Donc il y a la double articulation, l'orticale, la verticale et l'horizontale. Il n'y a pas que la verticale chez Saussure et que l'horizontale chez Lacan. Donc dans l'horizontale chez Lacan, il supprime le signifié, il n'en a plus besoin. Il met que les signifiants. En disant que quand on veut expliquer un signifiant, on est obligé de faire appel à d'autres signifiants. Donc en définitive, il n'y a que des signifiants qui tournent les uns autour des autres. Mais non, parce que quand quelqu'un me parle, j'entends ces signifiants. Et je n'entends que les signifiants, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai des images qui naissent dans ma tête. C'est des signifiés. Et sans les images, je reste un idiot. Ça veut dire que je ne comprends rien. Ce sont les images qui me viennent dans la tête au propos d'un interlocuteur qui font que je peux dire à un moment « Ah, Eureka, je comprends ». Et si j'ai pas compris, je peux poser une question à l'endroit où je n'ai pas compris. Par exemple, tel mot. Et là, j'interroge l'articulation verticale. Ou par exemple, tel membre de phrase. Et là, j'interroge l'articulation horizontale. Par exemple, tel mot, pourquoi tu l'as employé dans telle phrase? Ça, c'est interroger l'articulation horizontale. Donc, la signification, elle se produit, ou plus exactement le signifié conscient d'abord. Il se produit lorsque quelqu'un m'a dit une phrase, un paragraphe, une page. J'emploie la métaphore du livre parce que la personne n'est pas en train de lire un livre, mais si ce n'est de lire le livre de ses souvenirs dans la situation analytique. Donc c'est une métaphore quand je dis c'est la lecture du livre de son souvenir. Eh bien, le signifié se produit pour moi à la fin d'une phrase, à la fin d'un paragraphe, à la fin d'une page, à la fin d'un chapitre. C'est-à-dire quand, ayant retenu, moi, les signifiants du début, je fais le rapport avec tous les autres signifiants jusqu'à celui de la fin. Et c'est l'ensemble qui me permet de faire une boucle, parce que je reviens, j'ai en mémoire celui du début, alors ça circonscrit une surface, c'est ma théorie de la rondelle, qui est le signifié. Et si je vais un peu plus loin, je retourne la rondelle, j'obtiens la signification inconsciente. Parce que quand j'écoute quelqu'un, j'entends le signifié conscient, bien entendu, et très souvent, notamment quand les gens me racontent des rêves, ça fait surgir à moi l'image de mes rêves.
parce que telle phrase qu'il a dite me fait penser à tel rêve que j'ai eu, donc immédiatement aux images du rêve que j'ai eu dans la tête. Donc je ne vais pas les plaquer sur mon analysant, bien évidemment, mais ça va, parce que j'ai compris, je peux réinterroger, comme je disais que je le faisais tout à l'heure, réinterroger tel mot, vous avez employé tel mot, qu'est-ce que ça veut dire? Ou vous avez dit telle phrase, ou employé tel mot dans telle phrase, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je pousse la personne à retourner elle-même la rondelle pour trouver la signification. Mais mes questions auront été inférées par l'image qui est venue dans ma tête, pas seulement par les signifiants que j'ai entendus. Par les signifiés et par les significations que j'avais trouvées pour moi-même. Alors, le schéma de la rondelle est un peu simpliste, c'est un schéma élémentaire. On pourrait le complexifier un peu en indiquant qu'une boucle n'est jamais qu'une partie, articulation horizontale, de boucles qui s'enchaînent les unes aux autres et qui finissent par faire une grande boucle. Et cette grande boucle elle-même n'est que la partie d'une autre grande boucle qui, à partir de petites boucles, est encore plus grande, et ainsi de suite. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la phrase, le mot, la phrase, le paragraphe, le chapitre, le livre entier. Et le livre entier, c'est toute l'histoire en ce qui nous concerne. Toute l'histoire d'une personne y inclut éventuellement l'histoire des parents, des grands-parents et des ancêtres. Mais en tant, non pas en tant qu'elles interviennent directement, mais en tant que l'enfant qu'il a été en a été baigné par le discours des parents. C'est pas autre chose, il n'y a rien de mystérieux. Le fameux transgénérationnel dont on nous bassine par moments, il existe, oui, mais il n'est pas trans. Il est immanent à l'histoire du sujet qui est en train de s'exprimer. Alors j'avais dit que je donnerais un exemple, c'est-à-dire un rêve, discours de l'inconscient. Alors d'abord le discours conscient, c'est-à-dire le rêve tel que je l'ai vécu et tel que je peux le raconter consciemment. Donc je vais faire entendre des signifiants et vous allez y inférer des signifiés. Vous allez voir des images, fatalement, comme moi j'en ai vu, puisque je vous décris les images que j'ai vues. C'est ça la communication, ou l'intersubjectivité tout simplement, qu'il ne s'agit pas, surtout pas de laisser tomber, parce que ça serait un concept psychologique, je ne sais quoi, et c'est bien une interlocution entre deux sujets dont il s'agit, vous et moi qui êtes en train de m'écouter, et les images dans ma tête, je les communique via mes signifiants, et en vous, ça va faire des images aussi, c'est-à-dire des signifiés, qui seront peut-être les vôtres, c'est-à-dire pas forcément les mêmes que les miens, mais quand même un peu approchants. Et quand on discute, après, on peut rapprocher nos signifiés de façon à sentir qu'on s'est compris l'un l'autre. Alors allons-y, récit du rêve. Je fais un hold-up avec un complice. C'est-à-dire que je suis dans une espèce de grand machin tout en inox, avec un comptoir en inox devant moi, et je franchis ce comptoir. Ça pourrait être une banque, en fait ça ressemble beaucoup plus à une cuisine, la cuisine d'un grand restaurant, mais on voit ni coffre-fort, ni, comment dirais-je, ni paillasse pour la cuisine, ni brûleur pour des fours, enfin, c'est juste du mobilier aluminium ou inox, voilà, métallique. Donc je franchis ce comptoir, et je me mets à chercher, le coffre sans doute, j'en vois pas. Je trouve par contre sur un comptoir un peu plus loin que le premier comptoir que j'ai franchi, je trouve une tasse surmontée d'une soucoupe. Je soulève la soucoupe pour voir ce qu'il y a dedans. Rien. Vous voyez, nihil, dans ce qu'on discutait de Saint-Augustin tout à l'heure. Donc on va y revenir tout à l'heure. Je trouve rien, je remets la soucoupe à sa place. Et voilà qu'interviennent les Rangers, avec des pistolets, alors que nous ne sommes pas armés, et qui interrompent notre hold-up. Alors je ne sais pas comment je m'en suis tiré, mais je m'en suis tiré. Par contre, mon pote s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter, et je le retrouve enfermé dans les fondations d'une maison inachevée. Il est là, dans le sous-sol, alors que moi je suis au-dessus, mais que je peux voir dans le sous-sol, puisqu'il n'y a pas de plancher qui a été mis encore sur le sous-sol. Mais je passe à côté de lui en jouant les indifférents,
parce que sans doute j'ai pas envie que quelqu'un me voit être ami avec ce type qui a été pris pour cambriolage. Donc je me sens très coupable, mais j'essaie de passer pour innocent. Et j'arrive dans une espèce de grande pièce, qui pourrait être les toilettes, mais c'est une grande pièce vide. Il n'y a pas de cuvette de toilette, ni de trou à la turque, rien. Et en allant vers cette pièce, vers le fond de cette pièce, qui est quand même assez longue, je rencontre un domestique qui vient en portant un panier de bûches. Dans le panier de bûches, l'une des bûches est à la verticale et elle brûle déjà. Alors j'échange quelques mots avec ce type-là, puisque je le connais, c'est un domestique. Bon, on échange quelques mots, des banalités pour montrer que je suis détendu, je ne suis pas coupable, et tout va bien. Et pendant toute cette discussion avec ce domestique, je m'aperçois que j'ai une bûche à la main. Et que c'est un indice qui va indiquer que je suis coupable. Alors je m'éloigne, et cette fois, je rencontre une très jolie fille, qui a l'air de se lever ou de sortir de la douche. Elle s'essuie un peu les cheveux comme ça, vous savez, c'est charmant comme ça, une fille qui s'essuie les cheveux. Et j'échange aussi quelques banalités avec elle, et pareil, je me retrouve gros malin, j'ai ma bûche à la main, qui est un indice de ma culpabilité. Heureusement, je vois le bûcher qui est juste à côté de moi, et bien qu'elle me voie, je dépose quand même discrètement la bûche dedans, en me trouvant l'explication dans ma tête. Vous voyez, ça c'est des signifiés. Les signifiants n'ont absolument pas d'importance, ce que je discute avec la personne, avec les personnes. Mais ce que je formule dans ma tête, c'est que si on m'interroge, je pourrais dire que j'allais allumer le feu, mais j'ai rencontré le domestique qui s'est chargé de l'allumer, donc je suis revenu déposer ma bûche dans le bûcher puisqu'elle ne servait plus à rien. Mais j'avais dans l'autre main les clés de ma boîte aux lettres, dont je pense qu'elles sont un indice aussi de ma culpabilité, et je ne sais toujours pas où les dissimuler. Fin du rêve. C'était les signifiés. Bon, vous avez peut-être vu donc des mobiliers en inox, vous avez peut-être vu cette immense salle. Je vous ai précisé qu'il n'y avait rien dedans, pas de cuvette, pas de WC à la turque. Pourtant, j'ai dit que c'était des toilettes. Bon, vous avez peut-être vu tout ça. Vous avez peut-être vu la jolie fille aussi, parce que vous vous êtes accompagné du geste que j'ai fait pour le séchage des cheveux. Chacun a mis son type de jolie fille, évidemment, à la place. Mais ça reste une jolie fille. Et la bûche, ça reste une bûche. Même si vous avez vu une autre bûche que la mienne, la mienne, elle a un tranchant triangulaire, vous savez, comme les bûches qu'on a fondues à la hache. Alors que celle qui brûlait à la verticale dans le panier du domestique, c'était une bûche bien ronde, qui brûlait. Et comme on est dans les toilettes, la signification inconsciente me tombe sous le sens, moi, il s'agit du phallus. Du mien, évidemment. Parce qu'à les toilettes, j'y vais, j'ai mon phallus à la main, évidemment, pour faire pipi. Mais il y a du désir sexuel, en reliquat de la nuit, vraisemblablement. J'ai dû avoir un rêve érotique. C'est très souvent, tout le monde le sait, qu'on a la trique le matin. Et c'est un indice de culpabilité. Je ne dois pas avoir la trique le matin, bien que consciemment, ça me culpabilise absolument pas. Je trouve ça naturel et sympathique même. Mais dans le rêve, il y a une vieille culpabilité. Voilà, les ruines de Rome, ou les ruines de Troie, dues à l'angoisse de castration, parce que là, la bûche, elle est séparée de mon corps, celle que je tiens à la main, et celle qui brûle et qui est à la verticale, elle est séparée aussi de mon corps, autant que du corps du domestique. Ce sont on peut dire que la bûche que je tiens à la main, c'est le zizi pour faire pipi, tandis que la bûche qui brûle, c'est celle qui est érotisée et qui peut servir à niquer une demoiselle.
Donc il y en a deux. Il y a deux fonctions, c'est vrai, à cet organe. Et il y en a une pour laquelle je me sens coupable. Vraisemblablement, celle de désirer la jolie fille qui vient après. Ce pourquoi elle ne doit absolument pas voir la bûche que je tiens à la main, parce que ça serait quand même de l'exhibitionnisme, hein, c'est indécent, ça ne se fait pas. De même, quand on courtise une jolie fille, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui dit pas tout de suite, comme disait Paul Naref, j'ai envie de coucher avec toi, ou t'as un beau cul. Non, on met on met des poèmes, on met du chant lyrique, on y met toutes les capacités métaphoriques que l'on peut. Hein, mais comme les animaux qui font une danse avant de pouvoir pénétrer la femelle. Hein, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est le cas chez pratiquement tous les animaux. Hein, ça va de la mouche du vinaigre jusqu'à l'éléphant. Il faut faire des rituels avant d'être autorisé à quoi? À pénétrer la porte interdite. Et c'est ce que je fais en tout début du rêve. Je fais un hold-up, je franchis un comptoir, il n'y a même pas de porte, ça indique bien que c'est interdit, on ne doit pas franchir le comptoir, mais je le fais quand même. Et le hold-up, c'est pour prendre quoi? C'est pour prendre d'assaut, eh bien, soit une jolie fille, soit carrément ma mère, qui est la plus interdite des interdites. Hein, puisque j'ai fait tellement de rêves déjà, où je rentrais dans un quelque chose, dans l'espoir d'y trouver quoi? Le phallus que j'avais oublié. C'est ce que je cherche en soulevant la tasse. Hein, et en soulevant, la soucoupe qui est sur la tasse. Dans la tasse, il n'y a rien. Et voilà ce que je trouve quand je dévoile un sexe féminin. Rien. Rien, pourquoi? Parce que je m'attends à y trouver un phallus. Hein? Tout comme dans le rien de la phrase de saint Augustin, il y a en fait les ruines de Troie derrière ce rien. Et c'est pas la peine de le prendre au pied de la lettre en disant le rien n'existe pas. Si, il existe toujours derrière quelque chose, derrière le rien, parce que le rien est toujours en rapport avec le quelque chose. Ça, c'est l'articulation horizontale, mais qui renvoie aussi à une articulation verticale, en l'occurrence ici, le sexe féminin. Je ne dis pas que c'est toujours le cas partout, hein, mais dans mon rêve, là, c'est le cas. Et c'est une transgression, et le surmoi intervient sous la forme des rangers qui ont des pistolets, c'est-à-dire des phallus, eux, des phallus dont ils n'ont pas honte de se servir pour nous empêcher de continuer à transgresser l'interdit. Hein, l'interdit dont je vois bien que, même si j'ai fait la distinction entre le zizi qui sert à faire pipi et le zizi qui sert à niquer les dames, eh bien, même si j'ai fait la distinction entre les dames qui sont permises et ma mère qui est interdite, ma fille aussi, hein, eh bien, dans mon rêve, dans l'inconscient, cette distinction est loin d'être réalisée. Elle continue à fonctionner. Hein. J'ai toujours du désir sexuel partout là où ça continue d'être interdit. Bon, c'est un signifié, ça. Avoir du désir sexuel pour. Quel est le signifié du désir sexuel? Alors on peut dire, un lacanien me répondra, il a un signifiant, c'est le phallus. Ou le signifiant a un signifié qui est un autre signifiant, si vous voulez, mais ça fait quand même surgir des images dans la tête. Par exemple, l'image de la jolie fille. Par exemple, l'image de la bûche à la main ou de la bûche enflammée, qui sont des images métaphoriques. Mais une fois qu'on en a percé la signification, vient l'image du zizi pas bandé et du zizi bandé. Hein, ce sont des images, et certainement qu'elles vous sont venues, à vous aussi, dans votre tête, à l'écoute de mon récit. Hein, si vous ne les avez pas entendues lorsque j'ai parlé seulement des signifiés, c'est-à-dire de la description du rêve brut, vous avez vu au moins les images des signifiés que j'ai pu signifier, la grande salle, les fondations de la maison. Tiens, j'ai pas donné la signification de ce truc-là, au fait. Les fondations, c'est le fondement de mon histoire. Et le gars qui est enfermé dedans, qui a été arrêté, c'est jamais qu'un avatar de moi-même. Il y a un avatar de moi-même que je pense tellement coupable que lui,
il est bien enfermé. Il est enfermé dans mes fondements, qui sont comme des ruines. Là, j'ai parlé de maisons inachevées. Ça ressemble à des ruines, hein, quand toutes les superstructures ont été enlevées et qu'il ne reste plus que les fondations. C'est le fond de mon histoire. Dans le fond de mon histoire, il y a une culpabilité fondamentale, et au-dessus, je m'efforce de jouer les innocents. C'est-à-dire, dans mon discours conscient, je fais tout pour que ça ne soit pas entendu. Et la plupart du temps, j'y réussis. Quand je rencontre un rêve, j'y réussis un peu moins. Mais quand je parle de tout le reste, quand je parle de Saint-Augustin, quand je parle de Lacan, quand je parle de Freud, quand je parle de la liste des commissions, eh bien, j'ai refoulé totalement tout ça. Et c'est là où je suis en désaccord avec Lacan. Lacan qui dit que dans tout signifiant, il y a un signifiant virtuel qui est inconscient. Je dis non. Hein, c'est à travers les rêves qu'on peut rendre matériels les signifiants virtuels. Parce qu'il y a du signifié. Hein, mais pas dans le discours courant de tous les jours, dont on peut soi-disant extraire du signifiant en faisant des jeux de mots. Comme celui que je faisais sur livre et l'apostrophe tout à l'heure. Ou mère et mère. C'est trop facile. Dans le discours des analysants, j'entends très souvent des allusions à la mer. J'étais en week-end à la mer, etc. Au début de ma carrière, je le pointais systématiquement. Ah, la mer. Maintenant, la plupart du temps, je laisse passer. Éventuellement, je pose une question, un week-end au bord de la mer, mais c'est tout. Parce que c'est pas forcément la mer. Ça peut être juste l'océan Atlantique. Ça arrive aussi qu'on veuille ne parler que de l'océan Atlantique quand on parle de la mer. Donc voilà, j'avais besoin de faire ces mises au point, même si j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Il me semble que là, j'ai fait un petit pas supplémentaire, et dans le schéma, plouf, 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 dans le complexifiant un peu, et dans cette conception du signifiant par rapport au signifié et à la signification. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, en maîtrisant toutes les données du spectacle. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace, à partir de en maîtrisant toutes les données du spectacle.